Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers assez sombre d'un groupe de cybercriminels particulièrement connu, le groupe Lazarus. Ah oui, Lazarus. On les connaît aussi sous d'autres noms, Guardians of Peace par exemple. C'est ça. Et bon, le lien avec la Corée du Nord est assez largement admis. Le FBI les décrit comme une unité de pirates soutenue par l'État. Tout à fait. Ils sont souvent considérés comme parmi les hackers les plus redoutables, peut-être même les meilleurs au monde en termes de capacité technique et d'audace. L'idée ici, c'est un peu de décortiquer qui ils sont, comment ils opèrent et surtout, quels sont leurs faits d'armes pour comprendre la menace qu'ils représentent vraiment. Et ce qui est frappant d'emblée, c'est leur double objectif. D'un côté, on a l'espionnage, politique, économique, classique, j'ai envie de dire. Classique pour des hackers d'État, oui, voilà. Et de l'autre, le cybercrime pur et dur, mais à une échelle industrielle. Le but est clairement lucratif, récolter des fonds pour le régime nord-coréen. Des fonds qui serviraient à quoi? Financer le programme nucléaire, par exemple, contourner les sanctions. Probablement un peu tout ça, oui. On parle de milliards de dollars volés selon certaines estimations. Et il y a des liens suspectés avec le Bureau 39, cette fameuse organisation secrète nord-coréenne qui cherche des devises par tous les moyens. Et pour ça, ils recrutent l'élite, j'imagine. Absolument. Les meilleurs étudiants en sciences, en maths, en informatique. Ils sont formés dans des universités de pointe à Pyongyang, comme Kimchak. Puis, souvent, ils sont envoyés à l'étranger. Ah oui, où ça? En Chine notamment, à Shenyang par exemple, mais aussi en Malaisie, dans d'autres pays. Ils opèrent depuis là-bas, souvent avec des conditions de vie bien meilleures que chez eux. D'accord. Si on remonte un peu, leur première grosse opération, c'était quand? Début des années 2010. C'est ça, entre 2009 et 2013 environ. Leur cible principale, c'était la Corée du Sud. L'opération Troy par exemple. Oui, Troy, c'était du cyberespionnage avec des attaques DDoS, ces attaques par déni de service, contre le gouvernement sud-coréen, des sites américains aussi. Ils utilisaient des malwares connus comme MyDoom. Et après ça, il y a eu 10 Days of Rain, Dark Soul. Exactement. Là, on est monté d'un cran. Des DDoS plus sophistiqués et surtout des attaques de type Wiper. Wiper, c'est-à-dire? Des malwares conçus pour effacer purement et simplement les données des disques durs. Ils ont visé des médias, des banques sud-coréennes. C'était déjà très agressif. Et puis, le coup d'éclat qui les a vraiment mis sur la carte mondiale, Sony Pictures, en 2014. Ah, Sony, oui. Le contexte, c'était ce film The Interview, la comédie qui se moquait de Kim Jong-un. Pyongyang n'avait pas du tout apprécié. Ils avaient menacé Sony si le film sortait. Tout à fait. Et la réponse a été spectaculaire. Ils ont utilisé du phishing pour entrer, puis un ransomware, mais surtout, ils ont volé une quantité énorme de données. Plus de 40 gigas, c'est ça. Des films pas encore sortis, des emails, des infos personnelles sur les employés, même des salaires de stars. Oui, c'était massif. L'impact pour Sony a été terrible, bien sûr. Pertes financières, images écornées, reconstruction de tout leur système informatique. Ils ont même annulé la sortie en salle au début. Mais au-delà de Sony, qu'est-ce que cette attaque nous a appris sur Lazarus? C'était juste une vengeance. Pas seulement, c'était une démonstration de force très publique. Ça montrait leur capacité et leur volonté d'utiliser le cyberespace pour de l'intimidation politique directe, pour influencer une décision culturelle et commerciale majeure. C'était une escalade, clairement. Et le FBI a pointé du doigt la Corée du Nord assez vite, d'ailleurs. Oui, l'attribution a été assez rapide et formelle. Après Sony, on les voit se tourner vers une cible encore plus alléchante, le système financier, les braquages de banques. L'affaire de la Bangladesh Bank en 2016, c'est sans doute la plus connue. Ah oui, celle-là est incroyable. Ils ont essayé de voler près d'1 milliard de dollars. 1 milliard. Comment? Via le réseau SWIFT, le système de messagerie interbancaire. Ils ont envoyé 35 ordres de virement depuis les comptes de la Bangladesh Bank à la Réserve fédérale de New York. Et ça a marché. En partie, 5 ordres sont passés pour 101 millions de dollars, mais les 30 autres, pour 850 millions, ont été bloqués. Comment ça a été bloqué? Un coup de chance? Presque. C'est une histoire assez folle. Un mot dans l'adresse d'un bénéficiaire aux Philippines. Jupiter. Jupiter? Oui. Apparemment, ça correspondait au nom d'une rue, mais aussi à un navire iranien qui était sous sanction. Ça a déclenché une alerte manuelle chez une banque correspondante qui a demandé clarification et ça a tout stoppé. Incroyable. Le timing était calculé aussi, non? Pour profiter des décalages horaires, des week-ends. Exactement. C'était très bien préparé. Au final, ils ont quand même réussi à voler 81 millions qui ont été blanchis très vite via des casinos aux Philippines. Et c'est là qu'on a identifié un suspect, Park Jin-hyuk. Oui, le FBI l'a inculpé. Un programmeur nord-coréen qui travaillait pour une société écran en Chine. 2 autres ont été identifiés plus tard. Et ce n'était pas un cas isolé. Ils ont touché d'autres banques. Équateur, Vietnam, Pologne, Mexique, Taïwan. Tout à fait.
Ils ont multiplié les tentatives. Et puis, en 2017, arrive WannaCry. Ah, WannaCry. Ça, beaucoup de gens s'en souviennent. Un rançongiciel mondial. Oui, une catastrophe. 200 000 ordinateurs touchés dans 150 pays. Des hôpitaux britanniques paralysés, des entreprises comme Renault. Comment ça fonctionnait? Ça exploitait une faille connue dans Windows via le port 445. Le malware se propageait tout seul, comme un ver, chiffrait les données et demandait une rançon en bitcoin. 300 $ au début, puis ça doublait. Une nouvelle démonstration de leur capacité à frapper massivement. Et quasiment en même temps, on les voit s'intéresser de plus en plus aux crypto-monnaies, c'est ça? Dès 2017-2018. Exactement. Le timing est intéressant. Pourquoi ce virage? Les cryptos, c'est un bon moyen de contourner les sanctions financières. C'est moins contrôlé par les États, plus difficile à tracer, du moins en apparence. Et là aussi, ils ont fait des dégâts considérables. Énorme. On estime qu'ils sont responsables de la majorité des gros piratages des plateformes d'échange crypto en 2018. Coincheck au Japon, plus de 500 millions de dollars volés. 500 millions. Oui. Et plus récemment, le réseau Ronin, lié au jeu Axie Infinity, 625 millions en 2022. Le pont Harmony Horizon, 100 millions la même année. Les chiffres donnent le vertige. Quelle technique ils utilisent pour la crypto? Toujours le phishing? Souvent, oui, du phishing très ciblé sur les employés des plateformes d'échange. Ils utilisent aussi de fausses offres d'emploi avec des PDF piégés, beaucoup d'ingénierie sociale pour compromettre des clés privées. Et puis pour blanchir l'argent, ils utilisent des mixeurs. Des mixeurs? Ces services qui mélangent les transactions de plein d'utilisateurs pour brouiller les pistes et rendre le traçage plus compliqué. Ils utilisent aussi les plateformes d'échange décentralisées, les DEX. Donc, si on résume, Lazarus, c'est pas juste un groupe de voleurs 2.0, c'est... Autre chose, c'est une entité hybride, oui. Très sophistiquée, clairement soutenue par un État, la Corée du Nord. Il mélange espionnage, déstabilisation politique et cybercrime financier à très grande échelle. Avec des milliards volés potentiellement pour financer des programmes d'armement? C'est la crainte principale, oui. Ils sont excellents pour trouver les failles, qu'elles soient techniques ou humaines. Et malgré quelques erreurs, comme l'identification de Park Jin-hyok ou quelques adresses IP, ils restent très difficiles à attraper. Les sanctions, les mandats d'arrêt, ça ne semble pas les arrêter. Ça les gêne peut-être un peu, mais clairement ça ne les stoppe pas. Ils s'adaptent en permanence. Maintenant, ils s'attaquent à la finance décentralisée, la DeFi. Ils sont toujours à la pointe. Ce qui nous amène à une question de fond, finalement. La frontière entre le cybercrime, même organisé, et un acte de guerre numérique mené par un État, elle est où cette frontière ? Elle devient sacrément floue, non ? Elle est complètement floue. Et c'est ça qui est inquiétant, quand des groupes comme Lazarus opèrent avec cette audace, cette impunité apparente, et qui considèrent peut-être leurs actions comme légitimes, comme une forme de résistance ou de survie pour leur régime. Quelles sont les implications réelles pour nous tous, pour la stabilité mondiale ? C'est une question qui reste ouverte et assez préoccupante. Voilà qui donne à réfléchir.